Bonjour Marc Goudjanou. Bonjour Carole. Bonjour Roland Tonéikès. Carole Olaye, bonjour. Marc Goudjanou, bonjour. Vous n'êtes plus à présenter sur ce plateau. Vous êtes journaliste et analyste politique. C'est parti pour l'analyse. Nous allons démarrer ce matin par une information à la une du quotidien Le Matinal. Garde à vue et détention provisoire abusive au Bénin, vive inquiétude de la Cour constitutionnelle. Marc Goudjanou. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a constaté qu'il y a beaucoup d'interpellations qui sont faites, pas forcément dans les règles de l'art, en ce qui concerne la sécurité publique. Et donc, il y a beaucoup également de citoyens qui sont détenus abusivement par les éléments de la police républicaine. Et donc, il y a lieu de s'inquiéter, de s'interroger sur la question. Je pense que ça a été même la plupart des inquiétudes des citoyens depuis ces derniers temps. Et même pour chuter un peu avant cela, c'est qu'il faut noter également les bavures policières qui sont venues encore envenimer la situation. Et donc, je pense que la Cour constitutionnelle s'inquiète et envisage déjà une solution légale selon le professeur Dorothée Sosa. Et donc, je pense que la Cour constitutionnelle ne vient que dire ou bien recenser en réalité les inquiétudes des populations en la matière. Et ce n'est qu'en fonction de ça qu'elle est en train de pouvoir taper du poing sur la table pour dire qu'il faut quand même que cela s'arrête à un moment donné parce que les citoyens sont brimés dans leurs droits et la police ne tient plus compte toujours des règles en matière d'arrestation, en matière de détention provisoire, et parfois même pour des crimes mineurs, je dirais, pour des délits mineurs, je dirais, on peut même aller vous arrêter sans une convocation, sans rien, et on vous met en détention provisoire, parfois même sans vous notifier pourquoi vous êtes gardé à vue. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'injustices qui est faite à ce niveau-là, qu'il faut forcément corriger, et j'espère que la Cour constitutionnelle mettra à disposition, comme ils l'ont dit, des dispositions pour pouvoir quand même essayer de corriger cet art-là. Alors, Roland Tonéikès. Oui, il faut remarquer que depuis quelques années, il y a beaucoup plus de saisines de la Cour constitutionnelle, notamment les détentions provisoires abusives. Il y a plusieurs prisonniers du côté de nos prisons qui ont saisi la Cour constitutionnelle sur la nécessité de revoir leur situation, parce que ça fait 5 ans, ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils sont en détention provisoire, sans procès, et puis ils sont là. Vous regardez même... Il y a quelques témoignages quand même de ces personnes-là qui ont été aidées par le procès Joël Aïvo en prison. Celui-là qui a fait 16 ans en prison, détention provisoire, sans procès. Donc malheureusement, il a fait les 16 ans. N'eût été un Joël Aïvo qui est en prison, qui a voulu l'aider. Tout récemment, j'ai suivi un autre témoignage d'un autre élément qui a été malheureusement, injustement, mis en prison par son employeur. Et cette personne a fait pratiquement 3 ans en prison. Et n'eût été le procès Joël Aïvo, il n'allait pas sortir de prison. Donc, c'est quand il y en a. Et quand vous allez parfois, comme l'a dit Marc, parfois, les policiers viennent vous chercher et puis on ne vous notifie pas pourquoi on vous a arrêté. On vous met en garde à vue, vous êtes là, et puis après, la garde à vue qui devrait durer 112 heures se transforme en garde à vue d'une semaine. Et puis après une semaine, on vous présente, puisqu'on n'a rien à vous reprocher, puisqu'on n'a pas d'éléments, on vous dit, bon, on vous dépose d'abord le temps de faire les enquêtes. Et là, parfois, il y a des gens qui vont là-bas, et malheureusement, vous imaginez, on met quelqu'un en détention provisoire, c'est un juge qui a la charge du dossier, et qui, bizarrement, dans les semaines qui suivent, il y a mutation. On la voit peut-être, on l'enlève d'ici pour l'envoyer par exemple à Cotonou, à Porto-Novo, à Lada ou à Natiengou. Et donc le nouveau juge qui viendra le remplacer doit prendre les dossiers et continuer. Et quand lui vient, il prend les dossiers, le premier dossier qui lui tombe sous la main, c'est sur ça, il commence à travailler. Après, le dossier va en bas, au fur et à mesure qu'on évolue, le dossier est en bas. Et donc, il n'a pas le temps d'aller fouiller peut-être, à moins qu'il ait le temps nécessaire pour fouiller, pour aller voir tous les dossiers, de relire tous les dossiers. Il y a cette situation qui prévaut malheureusement dans les prisons et les gens sont en détention provisoire. Moi, j'ai un cas sous la main, par exemple, la personne est en prison depuis 2 ans. Et le drame, c'est qu'ils sont 3 à être interpellés. Bon, ils sont interpellés, ils sont allés en prison, on parle de détention. Et puis après, de la détention, ils sont là depuis 2 ans. 2 ans. Une personne est morte parmi les 3.
Et puis finalement, puisqu'ils ont commencé à demander des comptes saisis, on a envoyé le dossier au parquet, à la cour d'assises, pardon. J'estime que véritablement, il y a un problème qu'il faut régler à ce niveau. Et la Cour constitutionnelle fait bien quand même de prendre à bras le corps ce dossier. Et au passage, quand même, il faut quand même remercier le professeur Dorothée de Sosa qui aujourd'hui comprend, parce que si les gens saisissent autant la Cour constitutionnelle pour cette situation, il faut véritablement agir. Et je le dis une fois encore, si ce n'est pas quelqu'un, et je le dis, pas pour lui jeter lui donner des lauriers, Joël Ivor, il lui fallut que lui soit en prison à la prison civile de Cotonou pour qu'on comprenne que des gens sont en prison depuis 16 ans. 14 ans. 14 ans, 16 ans, 3 ans, 5 ans, détention provisoire. Donc, il y a un problème dans notre système. Est-ce que le manque de personnel ne justifie pas cet état de fait également? Il y a un premier point. Est-ce qu'on a assez de magistrats? Il y a un premier point. J'ai soulevé le premier point, oui, c'est vrai. Il faut peut-être davantage recruter de magistrats. Et d'ailleurs, ces dernières années, il faut quand même dire que le gouvernement a fait un travail dans ce sens. Beaucoup de juges ont été recrutés ces dernières années, ces derniers mois. Il y a beaucoup de juges. Quand vous allez dans nos tribunaux, vous voyez des juges très jeunes d'ailleurs. J'ai été au tribunal de Calavi il y a 48 heures, mais j'ai vu des juges dans le couloir très jeunes, bon, pour ne pas leur manquer de respect, qui sont peut-être pratiquement mes petits frères, mes petites soeurs. Mais j'estime que le gouvernement fait ce travail à recruter aujourd'hui des juges. Mais ce que je dis, je reviens sur ça. C'est-à-dire, écoutez Carole Olaye, vous avez 10 dossiers sur la table. Vous devez gérer ça. Et on vous mute du jour au lendemain. On amène Marc Koudjanou là. Il vient automatiquement, il y a des dossiers brûlants automatiquement, et le procureur de la République le saisit pour dire, écoutez, videz-moi ce dossier. Le temps qu'il vide, il est en train de vider ça, d'autres dossiers viennent s'ajouter. Et donc parfois, s'il veut bien faire son travail, en tout cas parfois, il va fouiller tous les dossiers, lire et savoir comment rapidement évoluer. Mais dès lors qu'il y a des pressions, bon pas pression, quand je dis pression, c'est-à-dire qu'il y a des dossiers qui requièrent une urgence. Et donc, il n'a pas le choix que de se concentrer sur ça d'abord. Le temps qu'il se concentre sur ça, c'est que le dossier est peut-être oublié. Et parfois, il y en a même dont les dossiers se perdent, on ne voit même pas le dossier. Mais quand même, jusqu'à 10 ans, 16 ans, oui, c'est quand même alarmant. Je vous dis, dès que peut-être le dossier est comme ça, qu'on a à un moment donné, et que d'ailleurs on sait que parfois les dossiers de certains prisonniers, ça disparaît, vous ne serez pas surpris de faire que quelqu'un fasse pratiquement 15 ans, 20 ans là, parce que son dossier n'existe plus. Il faut que le dossier existe et qu'un juge peut-être vienne prendre les dossiers en essence là pour fouiller, pour voir qu'il y a une telle personne là. Mais s'il fouille, qu'il ne voit jamais votre dossier, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que vous êtes oublié. Et ces cas-là, il y en existe plein. Et j'estime que véritablement, la Cour constitutionnelle fait quand même bien de vouloir s'intéresser à ce dossier et faire en sorte que les gens qui sont des détenus soient respectés. Oui, quoi qu'en soit ce qu'on dit, le grand délinquant à un moment donné peut quand même devenir un saint, un bon citoyen. Le grand délinquant, il suffit des conditions, de la manière dont on le prend. Vous le voyez demain, vous étonnez de ce que, mais quand même, lui, là, on le connaissait. Il a changé. Donc, il vaut mieux donner cette chance aux gens-là plutôt que parfois de les oublier là-bas. Et je pense qu'il faut mettre, au-delà de ce que dit la Cour constitutionnelle, il faut quand même mettre une commission en place qui peut être saisie à tout moment quand quelqu'un estime que sa détention dure plus que cela ne devrait durer. Oui, je pense que le problème reste toujours posé. Et puis, le problème au niveau de la justice aujourd'hui, par rapport aux détentions provisoires, n'est pas seulement l'apanage du ministère de la Justice. On l'a souligné récemment, vous allez également dans nos hôpitaux, un peu partout dans l'administration, il y a beaucoup de dossiers en réalité qui traînent compte tenu de la lenteur administrative. Et quand il y a cette lenteur-là, c'est justifié parfois par le problème que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le manque de personnel. Malgré les recrutements qui sont faits au niveau du ministère de la Justice, je pense qu'il manque encore du personnel à ce niveau-là pour pouvoir gérer un certain nombre de dossiers. Parce que c'est vrai, les magistrats qui sont recrutés à un moment donné ont besoin forcément d'un personnel d'appui pour pouvoir même épurer les dossiers. Et l'autre chose aussi est que, est-ce que généralement les magistrats laissent la main également à leurs assistants, d'accord, pour pouvoir quand même étancher, et en tout cas étudier les dossiers avec eux, ou bien ils veulent forcément eux tous gérer tout, parce qu'on sait, ce sont des dossiers sensibles qui sont au niveau de la justice parfois, et on sait combien de fois les gens parfois passent pas derrière, compte tenu de leur affinité avec tel ou tel, pour pouvoir demander à ce que le dossier soit oublié d'abord en attendant, même parfois
pourquoi, pour la disparition de certains dossiers, je vous dis qu'il y en a qui le font sciemment. Parce que lorsque la personne sait qu'il y a tel dossier au niveau de la justice et que l'affaire le concerne, et que pour pouvoir faire oublier l'affaire ou faire disparaître l'affaire, parfois, ils jugent de fraude ou de n'importe quelle manière qu'ils peuvent juger nécessaire pour pouvoir faire disparaître ces dossiers-là. Et c'est pourquoi il faut également aujourd'hui dématérialiser les documents, l'archive au niveau du système judiciaire, tel qu'on le fait aujourd'hui avec beaucoup de services ou avec beaucoup de ministères aujourd'hui, où les choses sont dématérialisées. Il faut le faire également au ministère de la Justice, où nous aurons des bases de données. Je pense qu'en temps, par exemple, moi j'avais soulevé le problème même au-delà des détentions provisoires abusives. Je vous dis, on n'a pas une base de données bien solide en ce qui concerne par exemple les crimes et les délits qui se font et autres. Par rapport même aux pertes de biens matériels, par exemple, ou bien par rapport aux vols de biens matériels qui se font. Par exemple, les vols de motos, les vols de voitures, il n'y a pas une base de données, par exemple, où déjà même vous perdez votre moto à Parakou. Est-ce qu'il y a une base de données, par exemple, au niveau de la police républicaine? Et on sait que lorsque la moto est retrouvée à Parakou, déjà même au niveau du commissariat de Calavi, il y a une base de données où on peut taper dedans et directement on sait que cette moto fait déjà partie des motos qui ont été déjà retrouvées à Parakou. Exactement. Donc, il n'y a pas de base de données en réalité. Donc, il faut forcément... Et ça, c'est dans tous les secteurs. C'est vrai que ça a été corrigé dans beaucoup d'autres secteurs. Il faut le faire également, surtout au niveau de la justice, pour que même... Il y a également la santé qui a besoin de cette réforme-là. Merci à vous, Goudjanou. Nous allons poursuivre dans le registre politique. Accord de gouvernance locale entre l'UPR et le BR vers le maintien de gestion des anciens chefs quartiers fidèles. Je crois que ça ne devrait pas surprendre. Hein. Si vous êtes fidèle et soumis, vous allez continuer votre mandat. C'est l'emblème du jour qui en parle ce matin. Si vous êtes soumis et discipliné, vous allez continuer votre mandat. Si vous avez été rebelle depuis que les autres sont là, soyez sûr que vous allez plier vos bagages. Vers le maintien en poste des anciens chefs quartiers fidèles. Oui, c'est ce que je dis. Si vous êtes fidèle et soumis, vous allez continuer à être sécu ou CV. Le rapport avec l'accord de gouvernance entre les deux Le rapport, c'est que oui, mais ils vont s'entendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, c'est notre élément. Écoutez, ne l'enlevez pas. Ne l'enlevez pas. Donc, c'est notre élément et puis on s'entend. Et donc, il y a un deal qui se fait. D'ailleurs, c'est des partis siamois. Donc, c'est des frères. Et donc, ils vont s'entendre. Hein. Maintenant, j'estime que oui, si vous avez été discipliné, CV, discipliné ou soumis chef quartier ces dernières années, c'est que vous aurez la chance d'être maintenu à votre poste. Mais les quelques personnes qui se sont en griffe un peu agitées, qui ont voulu montrer aussi qu'ils ont une base dans leur localité, doivent pouvoir commencer par préparer leur valise. Donc c'est le règlement des comptes? Non, pas règlement des comptes. En fait, c'est l'ordre normal de la politique sous nos cieux, malheureusement. C'est l'ordre normal parce que les gens ne voudront pas de quelqu'un qui veut, puis il va leur tenir tête. D'ailleurs, nous allons faire une élection, des élections générales, et les chefs quartiers sont des éléments à ne pas négliger dans le processus électoral. Parce qu'ils sont très proches de la population. Donc maintenant, si vous étiez au pouvoir et que vous avez un chef quartier qui n'est pas, en tout cas, ne respecte pas ou ne veut pas vous soumettre à vous, sachant très bien que dans un processus électoral, tout se passe, est-ce que vous allez le maintenir là pour qu'il vous tienne tête en plein processus électoral? Ça ne peut pas arriver. Donc j'estime que oui, véritablement, oui, beaucoup de ces personnes-là seront maintenues, d'autres vont devoir, contre leur gré, faire leur valise et d'autres personnes seront nommées. Je crois qu'un parti a écrit ce matin recul démocratique ou avancé. J'estime que véritablement à ce niveau, il faut clairement dire que c'est un recul démocratique. Les gens ne peuvent ne pas être d'accord. Parce que la démocratie veut qu'on laisse les citoyens aller choisir ceux qui doivent les gouverner, les diriger. Et d'ailleurs même, on n'a pas nommé le chef de l'État, Patrice Talon, à la tête du Bénin. Les Béninois sont allés aux urnes, ont voté pour lui. Pourquoi est-ce qu'au bas niveau, on ne veut pas continuer à laisser les gens voter pour ceux qui doivent les gouverner, les diriger? On a vu le processus avec les maires où la loi interprétative est intervenue en plein processus électoral, où on est allé nommer des maires. Et on a vu les résultats là sur le terrain avec les maires nommés. Ils sont là, on les voit. Beaucoup parmi eux ne sont pas pour autant actifs, ou en tout cas ne sont pas assez productifs. On a les résultats de pratiquement des communes dont on parle. Alors, quand c'est comme ça, et aujourd'hui on veut nommer encore les chefs quartiers, chefs villages, ne soyez pas surpris demain, peut-être qu'on trouve une formule pour nous nommer les chefs d'arrondissement également. Si possible, nous nommer les députés, parce que malheureusement, et je l'ai dit la dernière fois, peut-être qu'on ne finira pas commencer par nous nommer
Les chefs de collectivité, pourquoi pas? Plus sérieusement, Marc Koudianou. Non, je ne suis pas sérieux. Oui. Vous pensez que je ne suis pas sérieux? L'accord de gouvernance locale entre l'UP et le Renouveau et le BR, je pense que déjà, il y a... c'est bon, l'accord de gouvernance est là pour pouvoir quand même leur permettre de pouvoir s'entendre sur leurs intérêts, je dirais. Parce que un chef quartier qui a servi, qui est BR par exemple, et qui a servi normalement comme cela se doit, alors que normalement il y a d'autres chefs quartiers qui sont là également, qui sont UP, je pense qu'ils doivent s'entendre. Et il ne faut pas remarquer également qu'à ce niveau, il y a ce que les populations recherchent généralement, c'est le travail normalement que fera le chef quartier ou bien qu'a fait le chef quartier dans sa mandature précédente. Et donc, si c'est un chef quartier qui a été tout le temps inactif, qui n'a pas donné de résultats en tant que tel, mais seulement à cause de ses accointances politiques avec le chef du parti ou un membre influent du parti, il est maintenu. Est-ce qu'en réalité, ça résout concrètement le problème des populations à la base? Ça ne résout pas le problème. Et donc, avec même cet accord de gouvernance entre les deux partis vers le maintien du poste des anciens chefs quartiers, c'est vrai que le journal met une interrogation, c'est que il y aura toujours problème, même en leur sein, avec même l'accord de gouvernance. Il faut dire que ces deux partis ont peut-être des militants ou bien des chefs quartiers qui, au-delà de tout, ne s'entendaient pas du tout. Et s'ils ne s'entendaient pas, ça va poser un véritable problème où, même avec l'accord de gouvernance, il y aurait des difficultés à pouvoir les maintenir parce qu'à un moment donné, certains acteurs du parti au niveau du BR ou bien au niveau de l'UPR va vouloir forcément qu'ils soient changés, qu'il faut forcément les leurs, parce que détenant en réalité une majeure partie de l'électorat dans ce quartier-là ou bien dans cette circonscription électorale. Et donc, du coup, il y aura, même avec l'accord de gouvernance, il y aura un problème qui va se poser entre eux. Déjà, comme c'est une guerre d'intérêts, d'accord? Forcément, il y aura des intérêts qui seront menacés de part et d'autre. Et donc, ces partis, même avec l'accord de gouvernance, auront des difficultés à pouvoir maintenir. Parce que parfois, ils vont dire, bon, l'autre a déjà fait, bien qu'il fasse partie de tel parti ou du même parti, c'est qu'il a déjà fait un mandat et qu'il a déjà eu à profiter peut-être de tous les avantages qui sont liés à ce poste-là. Et donc, un autre membre, élément même de ce même parti, va dire, non, c'est moi qui dois prendre à un moment donné. Et à ce moment, il y aura même des guerres. La guerre de leadership va faire à ce que, même entre ces chefs quartiers-là, certains vont vouloir avoir beaucoup plus d'avantages que d'autres, parce que ce serait une négociation. Même en leur sein, ce serait une négociation où les chefs quartiers à divers niveaux vont vouloir quand même essayer de négocier avec les chefs de parti, négocier avec les responsables de parti pour pouvoir être maintenus, et d'autres vont également vouloir reprendre le poste des autres. Et je pense que c'est une guerre entre les deux parties. Ils vont pouvoir s'entendre quand même pour pouvoir régler le problème en leur sein. Alors, nous allons rester avec l'emblème du jour qui titre UPR Le Renouveau. Djok Benou reçoit Jacques Ayadji de Moël Bénin. Oui, ça c'est les enfants du même père qui se rencontrent. Justement. Oui, Jacques Ayadji est de la mouvance présidentielle, l'UP Le Renouveau est de la mouvance présidentielle. On sait très bien qu'après la rencontre entre l'UP Le Renouveau et le cadre de concertation de l'opposition, il y avait eu un discours. Et puis après, quand on a suivi un peu la même rencontre entre le cadre de concertation et le parti Moël Bénin, le discours n'était pas le même. Et donc, peut-être cela s'inscrit dans l'ordre normal des choses où ils doivent se voir et harmoniser les points de vue, certainement. Parce que, bon, comme je l'ai dit, c'est des frères du même père et qui doivent peut-être se voir pour dire, mais, écoutez, mais mon frère, pourquoi tu parles comme ça? Et revois ta position. Parce que là où nous allons, là, c'est pour l'intérêt de nous tous. Donc, pourquoi pas, ça ne devrait pas surprendre. Et puis après, au-delà de tout, nous allons vers... Est-ce que c'est les négociations pour une probable fusion? Ou non, pas fusion. Il y a Jacques Ayadji, il a juré, il a dit qu'il n'y aura pas fusion de Moël Bénin avec un autre parti. Sauf que nous acheminons lentement, mais progressivement vers... Vous l'avez toujours dit sur ce plateau, c'est les intérêts qui guident la politique au Bénin. Oui, mais justement... Peut-être qu'en temps, les intérêts ont changé. Jacques Ayadji a été clair. Lui, il a dit jamais le Moël Bénin ne pourrait être fondu dans un autre parti politique. Les gens ont dit plus que ça dans ce pays. Les gens, moi je veux bien faire croire Jacques Ayadji. Ce qui est sûr, nous allons progressivement vers 2026
Et si en réalité le parti Union Progressiste du Renouveau, qui en l'état se réclame être la première fonction à l'aide de la réforme du système partisan, veut proposer un candidat, il va falloir négocier avec toutes les autres fonctions politiques. Donc, ne soyez pas surpris que ce parti reçoive dans les prochains jours le parti Renaissance nationale également. Depuis quelques jours, on voit une réunion, en tout cas bipartite, entre l'UP, le Renouveau et le BR régulièrement. Et donc, dans l'ordre normal des choses, il faut que ces partis qui se réclament de la mouvance se voient régulièrement pour discuter, pour définir peut-être dans avec quelle manière, quelle stratégie ils vont pouvoir aller aux élections en 2026. Donc, ça ne devait pas surprendre. Toujours est-il que oui, c'est pour le bien de leur mouvance présidentielle, pour qu'ils continuent à gérer, même s'ils ne disent pas clairement le après nous, c'est nous. Mais ils le disent à travers des actes. On comprend clairement qu'ils travaillent à ce qu'après eux, que ce soit toujours eux. Et donc, c'est le peuple qui va trancher. Marc Goudjano. Non, bon, moi, je n'ai pas grand chose à dire sur le sujet. Si deux enfants du même père décident de se rencontrer et de discuter, je pense que c'est forcément dans l'intérêt de la famille. Et donc, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est pour assurer les arrières de leur papa. Ils ont sûrement des points dont ils doivent parler. Et donc, c'est sûrement pour l'avenir. Et pour l'avenir, c'est généralement 2026 qui est l'intérêt de tous ces grands partis de la mouvance présidentielle. Nous allons poursuivre avec le Patriote qui titre ce matin « Érosion des libertés démocratiques au Bénin ». L'Alliance progressiste exprime sa profonde inquiétude. Oui, je crois que c'est normal. Depuis 2016 ou 2019, si vous voulez, quand on parle des élections et du processus démocratique au Bénin, il y a beaucoup de choses qu'en tant que Béninois nous reprochons, même si certains qui sont du côté de la mouvance ne veulent pas le reconnaître. Force est de constater que dans les coulisses, ils sont les premiers à reconnaître que tout n'est pas rose, que ça ne va pas. Et donc, quand l'Alliance progressiste en arrive à s'intéresser à cette situation au Bénin, il faille que les gouvernants au Bénin comprennent véritablement qu'au-delà de tout, il faut mettre en place des stratégies, mais il ne faut pas restreindre les libertés fondamentales, les libertés démocratiques. Parce que tout à l'heure, on parlait des nominations des chefs quartiers de village aujourd'hui. Je pense qu'on ne donne pas la liberté aux populations de choisir. Alors qu'on aurait dû permettre aux populations de choisir et de décider de ceux qui doivent diriger leur quartier ou quartier de ville ou village également. Donc, il y a beaucoup de facteurs dans le processus démocratique, en tout cas, que nous avons commencé depuis 1990. Il y a beaucoup de facteurs qui ont été touchés, il y a beaucoup à reprocher au pouvoir en place, sauf que quand on est au pouvoir, on ne voit pas la réalité. C'est quand on est à la touche qu'on voit la réalité. Les mêmes personnes qui nous gouvernent aujourd'hui et qui font des choses que nous reprochons, malheureusement, étaient dans l'opposition, ou si vous voulez, de l'autre côté. On a vu que les mêmes choses sont ce que ces personnes reprochaient à Boniaï et son régime. Mais malheureusement, une fois au pouvoir, on constate que les mêmes erreurs sont reprises. Et vous comprenez clairement que dès lors qu'ils sont peut-être au perchoir parfois, ils ne voient pas la réalité en face. Et donc, il faille qu'ils écoutent davantage le peuple pour écouter les dénonciations du peuple et dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation, qu'est-ce que nous devons faire, parce que le Bénin restera toujours, et malheureusement, s'il n'améliore pas les choses, d'autres personnes viendront prendre le pouvoir. En tout cas, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Dieu peut décider demain de donner le pouvoir aux opposants. Et si le Dieu donnait le pouvoir aux opposants, il se peut que les mêmes opposants aujourd'hui leur fassent vivre les mêmes choses demain. Et malheureusement, quand vous regardez tous les régimes depuis 1990, c'est la même chose. Vous savez, Soglo est venu au pouvoir, certains ont profité de Soglo pour régler des comptes et pour faire un certain nombre de choses. Soglo est resté là. Et puis après, il quitte, Kékou vient. Kékou vient, ils ont réglé des comptes avec certains parmi eux qui lui ont fait voir de toutes les couleurs. Et puis après Kékou part, les mêmes qui sont restés avec Kékou, entre eux, puisqu'ils ont eu la chance d'être avec Boniaï, ont commencé par régler des comptes avec les autres. Et puis après, ce régime, malheureusement, aujourd'hui, quand vous regardez dans certains faits, vous comprenez clairement qu'on a envie de régler des comptes avec des gens. Et puis après, il y a des dispositions qu'on prend. Vous comprenez clairement que quand vous regardez, vous analysez, vous rendez compte qu'en réalité, tout ça qu'on a fait, toute la loi qu'on a votée là, avec tous les articles, toutes les dispositions, il y a quand même quelque chose quelque part là qui clairement règle le compte de quelqu'un. Et on finit de régler ça et puis on passe à autre chose. J'estime que véritablement, il faut qu'on revoie les choses et il faut arrêter aussi cette manière de se
ce cycle infernal-là, où chaque fois quand quelqu'un vient, il vient en même temps, en tout cas prendre ses marques et régler les comptes avec les autres. Après, il part. Écoutez, vous allez voir, si on n'arrête pas ça, Patrice Talon va quitter le pouvoir. Quelqu'un d'autre va prendre le pouvoir. Il va venir au pouvoir, il va vouloir faire les mêmes choses. Et parfois, ça nous fait perdre du temps. Justement. Et le développement est relégué au second plan ou au troisième plan. Malheureusement, et on s'attarde sur les intrigues politiques. J'estime qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut que ceux qui sont là nous écoutent pour qu'on comprenne que hier, oui, vous avez dénoncé des choses. Aujourd'hui, on vous reproche la même chose. Il faut arranger ça. Ne cherchez pas tout le temps à répondre aux gens, à régler les comptes. Mais faites votre travail. Le peuple est là pour trancher. Et le peuple seul est souverain. Marc Goudjanou. Oui, c'est vrai que le problème de la juridiciation des opposants demeure un problème fondamental au Bénin, où aujourd'hui, la justice est utilisée aujourd'hui comme un instrument, d'accord, de musellement de la plupart des opposants ou de la classe politique de l'opposition, parce que vous avez vu beaucoup de voix au niveau des organismes, d'accord, internationaux ont condamné en réalité l'incarcération, par exemple, ou la mise en détention, que ce soit de Joël Aïvor, que de Rikiat Madougou. Mais malgré ça, ça n'a pas empêché le fait qu'ils aient continué à rester en prison, et alors que nous l'avons souligné ici, ce sont des têtes pensantes, ce sont des gens qui, principalement, surtout, particulièrement le cas de Joël Aïvor, la dernière fois même, il y avait des professeurs qui avaient rédigé une demande pour pouvoir demander sa libération, parce que c'est quelqu'un qui peut apporter pas seulement de la valeur ajoutée au Bénin, mais également à l'international. Et c'est un cadre de mérite dont on a besoin pour un certain nombre de questions. Et ce ne sont pas les seuls qui sont concernés par la question qu'a évoqué le journal tantôt, parce que nous sommes dans un environnement où la guerre politique amène même certains acteurs politiques à pouvoir utiliser de toutes les forces ou de toutes les armes qu'ils ont à leur disposition afin de pouvoir arriver d'atteindre leur objectif ou arriver à bon port. Et donc, je pense qu'à certains niveaux, notre rôle, c'est de tirer sur la sonnette d'alarme, comme le font beaucoup d'ONG, beaucoup d'organismes internationaux également, et pour qu'on puisse quand même revenir à une situation beaucoup plus démocratique, qui puisse permettre aux uns et aux autres de pouvoir exprimer leurs opinions, de pouvoir exprimer également leur appartenance politique sans pour autant craindre d'avoir des représailles de part et d'autre. Et donc, du coup, le problème reste toujours posé et ça n'a pas commencé aujourd'hui, tel que l'a dit Laurent, ça date depuis fort longtemps. Et nous espérons que ça va se limiter, surtout avec l'approche des élections prochaines, qu'on va pouvoir quand même faire libérer quelques-uns pour que quand même le jeu démocratique puisse toujours se faire au niveau de la tête de l'État. Un dernier sujet à aborder sur ce plateau, il s'agira de la recherche du consensus audit du fichier électoral. L'opposition ne s'est-elle pas lancée sur une fausse piste? Bon, il faut dire que ce débat, on l'a mené déjà une fois ici. L'opposition est en train de vouloir tirer sur la sonnette d'alarme afin de pouvoir corriger un certain nombre de choses qui ne vont pas avec le fichier électoral. Et donc, c'est de bon droit, parce que lorsqu'on se base sur l'historique des différentes élections qui ont eu lieu au Bénin et compte tenu des différentes griefs qui ont été prononcées par les membres de l'opposition durant toutes les élections passées jusqu'à aujourd'hui, il y a un certain nombre de questions qui sont toujours soulevées en ce qui concerne le processus électoral et également concernant le fichier électoral. Et donc, ce sont des problèmes normalement à régler et les opposants savent, l'opposition sait qu'elle seule ne peut pas régler le problème parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'État en main. Et donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place pour l'établissement de ce fichier-là, dont ils n'ont pas le monopole, donc ils n'ont pas la gestion. Et donc, c'est le pouvoir central qui a cette gestion-là. Et donc,
il faut qu'ils essaient de pouvoir tirer sur la sonnette d'alarme, et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est encourageant, moi je le dis toujours, même si c'est un an après que le chef de l'État a réagi pour qu'il puisse avoir rencontre avec le ministre de la Justice, et également rencontre avec les autres partis de la mouvance présidentielle, puisque après l'UPR, ils ont pu rencontrer le BR également, et donc, suivant une bonne logique, ils sont déjà en train de jouer leur rôle, d'accord, pour pouvoir quand même essayer d'avoir le jeu démocratique plus ouvert à toutes et à tous. Mais le problème, c'est qu'il faut que cette bonne volonté également soit ressentie au niveau de l'autre camp, se manifeste également au niveau de l'autre camp, pour qu'on puisse savoir que, en réalité, c'est l'intérêt de tout ce qui est recherché à travers ces différentes corrections, ces différents, en tout cas, griefs qui sont énumérés par les membres de l'opposition, et qu'il va falloir essayer de corriger, d'améliorer les choses. Parce que quelqu'un qui vous dit ce que vous êtes en train de faire, et ce qui est en train de se passer, on est limité par ci, ça ne va pas par là, et qui vous demande de recorriger, je pense qu'il n'y a rien de mal à cela. Asseyons-nous, discutons, voyons les possibilités de pouvoir refaire les choses. Si c'est bon de le faire, je pense que l'opposition est dans un rôle très régalien et très justifié. Et donc, je n'y trouve même pas d'inconvénient, jusqu'à ce que c'est seulement à voir si ceux qu'ils ont en face auront cette même compréhension. En tout cas, cette même compréhension de leur démarche, et auront également le cœur ouvert pour pouvoir travailler avec eux pour que quand même on ait au moins une élection vraiment démocratique avec une forte taux de participation, parce qu'il faut dire, les Béninois ont commencé par ne plus avoir l'engouement à aller aux urnes. Ils sont exaspérés, moi je dirais. Roland Tonneikes. Moi, je crois que quand on parle de la question du fichier électoral, où ça suscite beaucoup de débats, beaucoup de polémiques, où les gens veulent répondre, moi j'estime que fichier électoral, pour comprendre du terre à terre, c'est la liste électorale. Et la liste électorale, c'est la liste de ceux qui iront aux urnes pour aller voter. Mais pour l'UPR, ça n'existe pas dans le nouveau code électoral. Écoutez, même si ça n'existe pas dans le nouveau code électoral, nous avons vu qu'en 2023, il y a une liste qui a été extraite du fichier de l'ANIP pour mettre à disposition de la Sénat ceux qui doivent aller aux urnes. Nous avons une idée de ceux qui sont allés aux urnes, en tout cas ceux qui sont censés, ceux qui devraient aller aux urnes en 2023, qui sont de l'ordre de 4 millions et quelques en 2023. Et puis, parmi ces gens-là, il y a certainement des décès, d'accord? Il y a des gens qui ont voyagé peut-être. Il y a des gens pour lesquels il faut revoir le centre de vote ou le bureau de vote. Et puis après ça, je reviens sur ce que j'ai toujours dit. 2015, 2023, 15 ans. 2023, 16 ans. 2023, 17 ans. Ces enfants-là auront 18 ans, 19 ans et 20 ans en 2026. Ils vont aller aux urnes. C'est très simple ce que demande l'opposition. Sortez dès maintenant. Parce que l'ANIP doit quand même être en mesure de nous sortir cette liste-là aujourd'hui, non? C'est du terre à terre. L'ANIP doit pouvoir nous sortir la liste d'abord des 4 millions et quelques de 2023. Et maintenant, nous sortir la liste de ces jeunes-là potentiels qui auront les 18 ans, 19 ans et 20 ans en 2026. Et là, maintenant, un travail sera fait. On enlève de ce lot-là ceux qui sont décédés. On enlève de ce lot-là ceux qui ont voyagé, qui ont changé de résidence. Et puis après, on a une déclaration de nombre de votants qu'on aura en 2026. Et quand j'entends les gens dire que c'est à la veille des élections qu'il faut le faire, nous sommes quand maintenant? Nous sommes à la veille des élections de 2026. Déjà. Nous sommes pratiquement en décembre. 2024 est fini. Donc, on rentre en 2025. Il reste combien de mois? Faut-il attendre juillet 2026 pour commencer à courir pour dire nous voulons faire travailler sur la liste, alors qu'en réalité, on a d'autres priorités? Moi, j'estime que si nous avons du temps maintenant, pourquoi ne pas le faire en même temps? Puisque c'est un fichier qui existe. Il suffit seulement de... Écoutez, c'est sur une machine. Fort heureusement, on remercie le gouvernement au passage qui a dématérialisé tout aujourd'hui. Donc, il suffit seulement de quelques chiffres là, taper sur l'ordinateur, on a une idée claire de ceux qui doivent voter. Ce que demandent les opposants, ce n'est pas quelque chose de sorcier. Et même si dans le code ça n'existe pas, ils disent maintenant, travaillons à sortir la liste aujourd'hui, à auditer pour en même temps sortir ceux qui ne doivent plus voter, à sortir. Il y a des gens qui sont en prison qui ne doivent plus voter. On sort ça de ça. Mais si les gens pensent que peut-être les morts qu'on ne va pas enlever des listes peuvent leur être profitables, bon, c'est le jeu politique. On comprend ça depuis des années où des morts ont voté dans des localités au Bénin ici, ce n'est pas un secret. Donc, moi, j'estime qu'on n'a pas besoin de polémiquer. Quand je vois la réaction de l'UPR Renouveau et quand je vois la réaction du BR, moi, je me dis, bon, écoutez, Mouvancy aujourd'hui peut devenir opposant demain. Et les mêmes, en réalité, c'est ce que les gens ont dénoncé, reproché à Boni Yahi,
qu'ils sont en train de faire malheureusement là maintenant. On a vu comment est-ce que le COSLEPI a fonctionné sous Boni-Yayi. Où tout le temps les gens voulaient, non, il faut auditer la liste, il faut faire ci, il faut faire ça. Maintenant ils disent que oui, dans la loi, aujourd'hui, il n'y a pas liste fichier électoral. Mais ne serait-ce que ça alors, travaillons alors à sortir la liste de ceux-là qui sont censés aller aux urnes en 2026 et faisons ce qu'il faut faire là-dessus. C'est du terre à terre et puis on passe à autre chose. Merci Roland Toneikes. Il faut dire qu'il y a, je pense que dans la semaine, j'ai lu une information qui concerne les fichiers au niveau de l'ANIP, où il y a beaucoup d'irrégularités. Vous savez, j'ai lu, il y a des non-béninois qui arrivent à avoir, d'accord, nos CIP, qui arrivent à avoir des passeports béninois. Ouais, on a des gens sont allés même en prison pour ça. Oui, et il y en a, parce qu'il fallait que l'ONG Diaspora, quelque chose là, a pu faire des tournées au niveau, à l'international et a constaté et a même fait des enquêtes et il paraît même qu'il y a même il a interviewé quand même certains de ces citoyens-là qui étaient dans ces problèmes et on leur a demandé mais comment vous avez pu avoir ces papiers qui devaient normalement limiter ces problèmes-là, qui devaient régler ces problèmes. Et je pense que c'est encore une raison fondamentale pour laquelle on doit auditer le travail de l'ANIP et cette liste-là, on doit les auditer. Même si on laisse de côté Bénin. Parce que tous ceux qui sont là n'attestent même pas qu'ils sont tous des Béninois et qu'ils doivent voter. Même si on laisse de côté l'ONG Bénin Diaspora, l'ANIP même a interpellé des gens qui sont allés en prison. Même le directeur de l'immigration, l'ancien l'ex-directeur de l'immigration a été enlevé parce que des gens ne sont pas comme Béninois. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. La liste électorale est apolitique et n'a pas de coloration politique. Ça, c'est pour l'intérêt de tous. Que vous soyez opposant ou mouvancier. Mouvancier aujourd'hui, demain, si vous êtes opposant, ça peut vous être profitable. C'est très important. Merci Roland Toneikes, merci Marc Goudjano pour ces différentes lectures de l'actualité béninoise.